Bonsoir, bienvenue à tous les deux. Voici une partie de l'équipe et voici le public. Amine Benyamina, bienvenue. Spécialiste en addictologie, psychiatre à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Président de la Fédération française d'addictologie. Nicolas Barrot, journaliste au Parisien, spécialiste des questions de santé et de climat. Vous avez remarqué avec votre compte X, au moment du Covid, le compte le mieux informé du réseau sur ces questions, avec le professeur Raoult, bien évidemment. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives a donc révélé son nouveau rapport, je le disais tout à l'heure, et ce chiffre choque de 1,1 million de Français qui ont déjà consommé de la cocaïne au moins une fois dans l'année 2023. Ce chiffre a doublé depuis le précédent rapport paru en 2022 et qui faisait état de 600 000 usagers. Est-ce que ça veut dire que la cocaïne est devenue un produit de consommation courante? Professeur. Consommation courante, peut-être pas, mais banalisée, oui. C'est quoi la différence? La différence, c'est que lorsque vous consommez de manière courante, c'est l'alcool, qui tue 49 000 morts. La cocaïne est un produit dont on sait que c'est un produit interdit, mais on l'oublie, tellement c'est un produit qui est maintenant rentré dans les pratiques privées, mais des pratiques courantes, absolument. Et j'en profite, là, vous parlez d'alcool, sur ce qu'a dit Jean-Michel, vous entendiez ce que... 10 fois d'accord avec Jean-Michel, apathie. 10 fois d'accord, nous avons interpellé d'ailleurs Nicolas Barrot et moi, sur un article, le ministre de la Santé, qui a répondu qu'il ferait, lui, le défi de janvier. Ce que Yannick Neuder fait est intéressant, mais n'intéresse pas les Français. Ce qu'on aurait aimé entendre de sa part, c'est que le ministre de la Santé soutienne le défi de janvier et le dry January, ce qui n'est pas le cas. Il y a un ministre qui a fait la même chose que lui, mais qui a démissionné quelques temps après, c'est Aurélien Rousseau, qu'on avait interpellé, qui avait dit qu'il ferait le défi de janvier pour perdre du poids. Mais il est parti. Donc, à un moment ou à un autre, je pense que les pouvoirs politiques qui dirigent ce pays devraient quand même entendre ce que les Français disent. Je vous donne un exemple. Nous avons interrogé par un sondage Harris Interactive avec la Fondation Addicted ce que les Français pensaient des addictions. La première chose qui les inquiétait, c'était l'alcool. L'alcool est un problème réel en France. Et vous pensez qu'une étiquette peut changer les choses? Ça commence déjà par une information qui va être diffusée. Vous savez, aux États-Unis, on est pragmatique. Ils ont le sens du capital, c'est un peu ce qu'ils mettent en avant, le lobby. Le sergent-chef, c'est-à-dire le patron de la santé publique américaine, a dit « Stop, l'alcool égale cancer, je veux absolument que l'on mette en étiquette tous les emballages dans lesquels il y a de l'alcool. » Pas de débat. La science a parlé, les politiques doivent s'exécuter d'une certaine manière. Pourquoi ils sont aussi frileux? C'est à cause des lobbies qui imposent aux politiques de ne pas statuer là-dessus? Je vais vous expliquer ce que c'est que l'alcool en France. L'alcool en France, le vin, quand on parle du vin, pour eux, ce n'est pas de l'alcool. Lorsqu'on parle d'alcool, ce sont les spiritueux, les vins dosés. Lorsque vous parlez d'alcool avec des politiques, vous vous heurtez à une communauté solidaire dans laquelle il n'y a pas de clivage politique. Il y a une association qui s'appelle l'ANEV, comme son nom l'indique, l'Association nationale des élus du vin, qui a une seule mission, ils sont élus, une seule mission, c'est défendre les intérêts de la filière. L'idée, ce n'est pas d'abattre ce qui est la culture, l'image. On a même créé des termes comme l'énotourisme. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de donner un peu d'espace à la santé publique. Je vous remercie d'ailleurs de nous inviter pour ça. Pour que les Français, s'ils boivent, parce qu'on n'est pas là à les interdire, ils savent de quoi il s'agit, ils connaissent les problèmes, ils connaissent les risques qu'ils prennent lorsqu'ils prennent de l'alcool, d'une manière ou d'une autre. Ce qui n'est pas le cas. Actuellement, ce n'est pas le cas. Alors, on revient sur la cocaïne. Nicolas Barrot, quand vous avez vu le chiffre qui est sorti donc ce matin, comment vous avez réagi en tant qu'observateur? Ce n'était pas tellement étonnant parce que nous, en tant que journalistes, les addictologues comme le professeur qu'on a régulièrement au téléphone, ils nous avaient averti qu'il y avait cette hausse. Donc en fait, ce bilan, il donne des chiffres, il permet de concrétiser, de matérialiser un constat qui était connu des addictologues. Il y a la cocaïne, il y a aussi d'autres drogues comme l'héroïne, on en parlera peut-être, qui augmentent. Ce n'est pas spécialement étonnant parce que les addictologues nous le disaient. On sait que la cocaïne s'est énormément démocratisée. À une époque, il y avait une demande qui était très importante, une offre qui parfois n'arrivait pas à répondre à la demande. Aujourd'hui, l'offre est gigantesque. Du coup, les prix ont baissé, donc ça s'est démocratisé. On peut aussi s'en procurer très facilement sur Internet, pas la peine d'aller sur le dark web ou des sites totalement interdits, sur des sites grand public, sur les réseaux sociaux. Il y a comme du marketing, en fait. Il y a du marketing, et puis maintenant, on peut acheter de la cocaïne sur Internet comme on achète un cadeau de Noël ou quoi que ce soit. On peut même choisir livraison le soir même, etc., à domicile. Donc ça s'est démocratisé à la fois par le prix, par le mode de livraison, et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui l'essayent, parce que
qu'ils voient que c'est facile, ils voient que les copains en prennent, etc. Donc ça, ce sont tous les facteurs qui font qu'on en arrive à ce chiffre, c'est ça? Oui, il y a ça. Il y a la démocratisation, et puis de l'autre côté, il y a aussi des pratiques qu'on peut évoluer, peut-être avec le stress, ça s'est accentué, etc. Et puis il peut y avoir un effet de mode. Quand au bureau, vous avez un collègue qui vous en parle, ou à des soirées, vous pouvez avoir envie de tenter. Parce que ce qui est important, c'est le chiffre de 1,1 million. C'est ceux qui en ont pris au moins une fois l'an dernier. Ça ne veut pas dire évidemment qu'ils en ont pris tous les jours, mais au moins c'est une consommation occasionnelle. Et parfois, c'est la porte d'entrée vers d'autres types de consommation encore plus dangereuses. Alors, professeur, on va rappeler les choses. De quoi est constituée la cocaïne que consomme ce million de Français c'est en 2023, c'est la base à partir de laquelle on fabrique la cocaïne, qui pousse dans des régions que tout le monde connaît, qui sont chaudes et tropicales. En Amérique latine, c'est la raison pour laquelle nous avons des États, ce qu'on appelle des narco-États de fait. Il n'y a pas que la Bolivie. Maintenant, la plupart des pays d'Amérique latine se font une guerre extrêmement puissante, extrêmement agressive pour pouvoir évidemment alimenter le reste du monde. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de cocaïne qui arrive. Donc, beaucoup de produits, beaucoup de concurrence, les prix baissent et le produit de grande qualité, puisqu'on parle de on dit qu'elle est plus dangereuse. Quand c'est pur, c'est dangereux forcément parce que le principe actif, il est pur et il est extrêmement concentré et il est plus addictif. C'est le principe même d'une production, d'une industrie. Il y a une industrie, la narco-industrie, qui a ses règles et qui a ses clients et qui a son armée pour la protéger. On en est là. Donc c'est ça le problème. À une époque, la cocaïne était diluée, notamment avec du sucre ou des produits, notamment de vétérinaires. Du coup, ça faisait baisser le prix parce qu'il y avait moins de cocaïne brute. Et maintenant qu'il y a beaucoup de cocaïne, on se rend compte qu'elle est de plus en plus pure. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de choses qui sont ajoutées. Donc elle est aussi de plus en plus forte. Ça veut dire qu'elle est plus dangereuse, du coup? C'est les plus fortes? Bien sûr. Les effets sont plus forts, avec un risque d'addiction aussi plus important. Donc oui, bien sûr. Et maintenant, on a des échantillons de cocaïne où on atteint 70, 80, voire 90%. Et sur le long terme, les risques, c'est quoi? À long terme, il peut y avoir des risques. Alors déjà, à court terme, il y a les risques d'euphorie, de fatigue. Quand on est au volant, par exemple, ça peut entraîner des accidents très graves. Et à très long terme, pour des consommateurs réguliers, ça peut entraîner des problèmes neurologiques, cardiovasculaires, etc. Et parfois le décès, un chiffre, en 2022, il y a eu 638 décès recensés en France liés à des substances, dont 140 liés à la cocaïne pure. Donc ce n'est pas négligeable sur une année. Est-ce que le crack, c'est de la cocaïne? Alors merci de me poser la question, c'est de la cocaïne base, qu'on appelle la cocaïne du pauvre, qui n'est pas de bonne qualité, mais qui a sociologiquement un élément intéressant qui est arrivé là avec cette dernière livraison de Trend. Le crack était associé aux populations étrangères désocialisées. Rappelez-vous la colline du crack. Ouais. On identifiait des gens qui avaient le plus souvent des pays de l'Est, qui n'étaient pas bien, tout ça. Ce crack, qui est un psychostimulant puissant aussi, est en train maintenant petit à petit de sortir de cette population pour pouvoir faire l'objet en quelque sorte d'expérimentation en population de toutes les couches sociales. Alors c'est un phénomène marginal, mais qui est intéressant parce que prendre du crack, c'était finalement ressembler à des gens qui étaient marginaux. Ce n'est pas le cas. À titre personnel, dans ma consultation, dans mon service, on a des craqueurs qui vous ressemblent et qui me ressemblent. C'est très important de le dire parce que ce phénomène de banalisation, la raison, c'est parce qu'il y a, d'une certaine manière, tellement de produits, tellement de banalisation, très peu de prévention parce que finalement, hormis le tabac, est-ce qu'on parle des drogues en France? On parle du cannabis forcément, pour des débats, pour des prises de position, pour du plastronnage. Mais qui parle vraiment de prévention? Qui parle de réduction des risques en France? Sûrement pas les politiques. Les addictologues, je vous remercie de nous inviter. On en parle, mais on passe pour des empêcheurs de jouir en parlant de l'alcool. Et puis finalement, on donne le sentiment, lorsqu'on dit qu'il faut réduire les risques, d'être des prosélytes. On est pris dans une espèce de débat politique qui est un débat irresponsable. En dehors du crack, c'est tous les psychostimulants qui sont consommés. Tous les produits de synthèse qui sont fabriqués dans des laboratoires clandestins en Asie, qui arrivent par la poste, qui sont commandés sur Internet et qui sont la base, par exemple, du chemsex. Les catines, les 3-MMC, vous en avez parlé dans votre plateau. C'est la tendance actuelle. On a même repris de la consommation de l'héroïne. Évidemment, on ne l'injecte pas. Ce n'est pas réservoir à drogue. On la sniffe. Ce phénomène n'est pas pris en charge politiquement. La santé publique en matière d'addictologie, c'est de la merde. On va bastonner, on descend à Marseille, on montre les muscles. C'est pas ça une vraie politique. On va voir ce que... C'est vrai que parfois, ça donne un peu l'impression d'un puits sans fond, tous ces produits, toutes ces substances, on va dire toutes ces drogues, parce qu'il y a la cocaïne, il y a les opioïdes, il y a tous ces dérivés synthétiques, et parfois, il y en a un qui vient un peu dans l'actu, que parfois les autorités disent combattre, etc., mais il y en a déjà 3 autres qui sont dans des labos, déjà fabriqués, qui peuvent arriver sur le sol français. Donc, comme c'est compliqué, parce qu'on est toujours un peu rattrapé par des nouveaux produits, c'est vrai qu'en termes de prévention,
la France, enfin tous les médecins unanimement sont d'accord pour dire que la France pourrait beaucoup mieux faire en prévention. Ça vaut pour la vaccination contre les maladies infectieuses. On parle pas mal de la grippe en ce moment. On pourrait atteindre des niveaux plus importants. Pourquoi l'Angleterre vaccine 20% de plus les personnes âgées que nous, par exemple? Ça peut être une question. Ça vaut aussi pour l'alcool. Le professeur l'a dit. Le défi de On est particulièrement mauvais en France. On est particulièrement mauvais, en tout cas pas terrible sur la prévention. On pourrait beaucoup mieux faire et ça vaut notamment pour ces drogues.